Et voilà. C'est nous, c'est notre indicatif. Non, vous pouvez la fermer. Bonjour à tous, j'espère que l'été se déroule ou s'est bien déroulé pour vous. Bienvenue, c'est la reprise, bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique. Nous sommes tous de retour, l'équipe presque au complet. Et la 4e saison 2020-2021 démarre aujourd'hui, toujours en vidéo live via Facebook, page Bar de l'économie. Et puis, vous pouvez réécouter cette émission sur notre chaîne YouTube, Bar de l'économie. Alors, les thèmes du jour, eh bien, sécurité, smart building, propreté, coaching en management, préparation mentale, avec nos invités qui sont Annie Atala. Bonjour. Enchanté, bonjour. Vous êtes le directeur de EasyFlow, spécialisé dans le domaine de la cybersécurité et leader sur le Smart Building. Donc, c'est une entreprise que vous avez créée en 2007. Exactement. Donc, vous avez maintenant une bonne expérience. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. D'accord. À vos côtés, Stéphane Solin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous, c'est la start-up. Vous avez créé une entreprise à Anguin-les-Bains, justement, qui s'appelle Abeille Propreté Service. Absolument. Toute jeune entreprise créée en septembre 2019. Oui. Donc, pendant les crises et tout le temps pendant la crise. Donc, on va voir avec vous comment ça se passe de développer une entreprise pendant différentes crises qui se succèdent. Et puis, à nos côtés, David Lallier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes coach de dirigeant, préparateur mental, consultant en management. Et d'ailleurs, vous avez publié un livre, ça s'appelle « Manager l'intelligence et le talent » aux éditions EMS. Donc, tous ensemble, je pense que tout le monde, ça d'ailleurs, les chefs d'entreprise qui vous accompagnent aujourd'hui seront ravis de parler également de gestion de personnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis la préparation mentale, qui est un langage qu'on utilise beaucoup dans le domaine du sport. On va voir ensemble comment vous l'appliquez également aux dirigeants d'entreprises plus classiques. Alors tout de suite, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Et la première info, c'est les infos sportives. Et bonjour à Bruno qui revient cet été et qui revient pour nous faire part du débrief du sport du week-end. Oui, bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Florence ? Eh bien ça va bien et vous Bruno ? Bien, vos vacances se sont bien passées ? Ah super bien. Bon, super. La semaine dernière à ce micro, j'évoquais ma tristesse d'avoir été privé de sport pendant de si longues semaines. Et moi, sans le sport, je ne suis plus le même. Eh bien, après des semaines où les week-ends ressemblaient à des mardis ou à des jeudis, j'ai enfin vibré ces deux derniers jours. Et de quelle manière ? L'homme du jour, c'est forcément le pilote français Pierre Gasly, qui à 24 ans a remporté hier le Grand Prix d'Italie à Monza au volant de son Alpha Tauri. Et ce n'est pas un mince exploit qu'a réalisé le Français. Pour bien mesurer l'importance de sa performance, il faut savoir que c'est la première victoire d'un Français en Grand Prix depuis le succès d'Olivier Panis à Monaco en 1996. Pensez donc à cette époque, Pierre Gasly n'avait que 3 mois. Et c'est aussi le 13e Français seulement à remporter un Grand Prix. C'était donc un vrai grand moment de sport, comme on les aimait, j'allais dire, mais non, comme on les aime toujours. Vous l'aurez compris, ce n'est pas tous les jours qu'un Français s'impose dans un Grand Prix de Formule 1, alors on savoure et on en profite. J'ai aussi profité du Tour de France ce week-end qui traversait les Pyrénées. Le Tour, c'est de la joie, de la tristesse ou des drames. Samedi, le Français Nance Peters, qui s'imposait en costaud et en solitaire dans la première véritable étape de montagne, a fait plaisir à tout le monde. Mais dans le même temps, Thibaut Pinot était à la dérive plusieurs kilomètres plus loin. Blessé après une chute lors de la première journée, le Français n'avait jamais vraiment récupéré. Et samedi, touché au dos, il n'a pas pu suivre les meilleurs et a dû laisser filer toute chance de victoire finale, lui qui espérait tant ramener le maillot jaune à Paris. Et dans le Tour, il n'y a pas beaucoup de place au hasard. C'est désormais le Slovène Primož Roglič qui est en tête au classement général. C'est lui pour l'instant l'homme fort du peloton, le patron. Peut-il le rester ? Pas impossible. Pour une fois, ce n'est pas elle qui a été la vedette du week-end. Je parlais de l'équipe de France de football. Elle n'avait plus joué un match depuis le mois de novembre 2019, à une période où tout allait bien encore. Et samedi, elle s'est imposée en Suède 1-0 grâce à son prodige Kylian Mbappé. Les champions du monde seront d'ailleurs au Stade de France demain et y affronteront la Croatie.
Tiens, France-Croatie, ça ne vous rappelle rien? C'était juste l'affiche de la dernière Coupe du Monde en 2018, remportée par les Bleus. À propos de prodiges, Florence, ne cherchez pas des nouvelles de Roger Federer à l'US Open qui se dispute actuellement à New York. Ah mince, que se passe-t-il? Bah non, votre joueur préféré n'a pas souhaité disputer ce tournoi en raison du contexte sanitaire. Nadal a d'ailleurs choisi d'en faire autant. Je ne sais pas si vous avez vu des images des rencontres, mais c'est d'une tristesse terrible. Aucune chaleur, aucune passion. On a l'impression de regarder un tournoi amateur, sauf que là, les tribunes sont beaucoup plus grandes. Et d'ailleurs, il faut préciser que cette nuit, Djokovic a pété un câble. Il a envoyé une balle en direction d'un juge de ligne, pardon. Et comme le règlement stipule, on n'a pas le droit de toucher au juge de ligne. Il a été disqualifié. De la chaleur, de la passion, on en a presque retrouvé avec le top 14 qui faisait son retour après 6 mois d'interruption. Pardon. Bien sûr, la capacité des stades était limitée, mais il y avait un début d'ambiance qui faisait plaisir à voir. Il y avait même, hier soir à Clermont, pour le choc contre Toulouse, 10 000 spectateurs au stade Michelin. Oui, vous avez bien entendu, 10 000. Doit-on s'en réjouir? Doit-on le déplorer? Je ne sais pas. En tout cas, ceux qui étaient présents ont vu un match superbe car Toulouse, réduit à 13 après avoir reçu 2 cartons rouges, s'est incliné 33-30 après avoir fait trembler Clermont jusqu'au bout. Ce que je sais, c'est que tout cela ne doit pas nous faire oublier que le Covid, ou la Covid, je ne sais pas comment on doit dire, j'entends les deux versions, rôde toujours. D'ailleurs, le match Stade Français-Bordeaux a été reporté, le club parisien comptant plus d'une vingtaine de joueurs positifs dans son effectif. Et le PSG n'est pas épargné. Il n'est d'ailleurs pas sûr de pouvoir aller à Lens le 10 septembre. Plusieurs joueurs, dont Neymar, étant aussi touchés par ce maudit virus. Alors, prudence encore et toujours. Et si on veut que le sport redevienne véritablement comme avant, il ne faut rien négliger, prendre soin de soi et des autres. Au revoir Florence, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Bruno, merci pour toutes ces infos. Effectivement, il faut saluer ce jeune conducteur. Ce jeune pilote, ça va peut-être devenir mon sportif fétiche d'ailleurs. À la place de Federer. Bah, peut-être, oui. Quand je vais lui annoncer ça, il va faire la fête. Alors, on va demander à nos invités, peut-être David Lallier, notamment, vous voulez peut-être commenter l'info de Bruno Vigoureux. Oui, non, c'était juste un mot sur Djokovic, c'est étonnant, le numéro 1 mondial, avec autant d'expérience, qui se laisse prendre par ses émotions, par la colère, et comment en une demi-seconde, vraiment un tournoi entier de cette importance-là, un grand chelem peut se jouer. Donc voilà, sur l'importance de la préparation mentale, de la gestion des émotions et comment les choses peuvent déraper. On va y revenir. Merci beaucoup David Lallier, on va y revenir dans quelques secondes. Alors, info du jour, je fais un hommage, c'est un rayon de soleil qui nous a quittés, hommage à Annie Cordy, chanteuse, artiste, comédienne belge, décédée à l'âge de 92 ans à Valoris, près de Cannes. Elle a eu une carrière époustouflante en termes de chansons populaires, puisqu'elle fut pendant 30 ans numéro 1 du hit parade 2 à 3 fois par an avec des chansons pour nous faire sourire, des chansons pour nous faire danser aussi dans les fêtes, que ce soit de mariage ou d'anniversaire. Et souvenez-vous évidemment de ses plus grands succès, c'est Tata Yo-Yo, La Bonne du Curé, ou alors encore Tcha Cacao. C'est en 57 que Annie Cordy rencontre le succès avec sa première chanson qui s'appelait Cigarette, Whisky et Petite Pépé. Le sujet douloureux de son propre choix de vie revient en force. C'est Alain Coq, vous en avez peut-être entendu parler, qui est atteint d'une maladie incurable qui le fait beaucoup souffrir, qui a annoncé sur Facebook samedi avoir cessé son traitement, toute alimentation et hydratation, se laissant ainsi mourir en direct afin de dénoncer l'agonie contrainte sur la loi actuelle sur la fin de vie, la loi qu'on appelle Claes-Leonetti. Ce sera très dur, dit-il, mais ce ne sera pas grand-chose par rapport à tout ce que j'ai vécu, a déclaré Alain Coq depuis son lit médicalisé installé à son domicile qu'il ne peut plus quitter. Voilà les amis, je bois un dernier coup à votre santé, ainsi va la vie et au revoir. C'était vraiment très émouvant. Alors la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie pose des questions évidemment à chacun. Elle a été adoptée en 2016, elle autorise la sédation profonde, mais seulement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Or, le malade incurable ne peut pas prouver que sa fin de vie approche à court terme et donc il est exclu de cette loi.
7 autres nouveaux départements en zone rouge, c'est-à-dire en zone de circulation active du coronavirus. Paris et le département des Bouches-du-Rhône l'étaient déjà. Et maintenant, il s'agit de la Corse du Sud, de la Haute-Corse, de la Côte d'Or, du Nord, du Bas-Rhin, la Seine-Maritime et de la Réunion. On compte désormais 28 départements, dont 4 en Outre-mer. Le 27 août, le Premier ministre Jean Castex avait ajouté 19 départements à cette liste. Et même si 21 sont pris en compte, les micro-territoires d'outre-mer Saint-Martin et Saint-Barthélemy en font partie. Lorsqu'un département passe en zone rouge, il est appelé maintenant zone de circulation active du virus. Cela signifie que son taux d'incidence dépasse 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants en une semaine. Et on ne veut pas se retrouver avec des hôpitaux surchargés. Cet indicateur est calculé à partir des résultats des tests PCR. Alors bien sûr, dans les zones de la Paris et de sa région, ne sont pas inclus pour l'instant le Val d'Oise et les Yvelines, mais dans certaines villes, il est important, dans certaines rues notamment, de porter son masque. Et je pense que le port du masque va devenir une habitude à vie. Afin de freiner la circulation du virus, le port du masque devient systématique en entreprise depuis le 1er septembre. Alors, dans quel cas devez-vous porter un masque sur votre lieu de travail? Existe des dérogations à cette règle? Eh bien, voilà les réponses. Le port du masque a été décidé par le gouvernement suite à l'avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique. Et ça pour les lieux clos. L'objectif de cette mesure est d'éviter un rebond, bien sûr, de l'épidémie. Alors, il est systématique en entreprise dans les lieux de travail clos réunissant plusieurs personnes, et notamment en open space, en salle de réunion, en espace de circulation, dans les lieux de restauration collective et dans les vestiaires. Si je suis seule dans mon bureau, dois-je porter un masque? Eh bien non, bien sûr que non, vous n'êtes pas tenu. Toutefois, il faut le remettre lors de vos déplacements dans l'entreprise. Donc faites comme moi, mettez-le au niveau du cou, comme ça, vous l'avez tout le temps. Ou alors d'autres, c'est pas mal aussi, le mettre sur leurs bras, au niveau du coude. Et comme ça, on n'oublie pas son masque. Donc c'est, comme je vous le disais, avant cette coupure de l'été, jamais sans mon masque. Si je travaille dans un atelier, dois-je porter un masque? Eh bien, si vous devez faire des efforts physiques intenses, plus intenses que la moyenne, vous pouvez déroger au port du masque. Si les conditions de ventilation et d'aération sont conformes à la réglementation et si le nombre de personnes dans la zone de travail est limité, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez porter une visière. Si vous travaillez dans un bureau partagé toute la journée, eh bien là, je suis désolée, vous êtes obligé de porter un masque. Voilà un petit peu les nouvelles consignes obligatoires depuis le 1er septembre. Alors Annie Atala, comment faites-vous dans votre entreprise? Alors vous avez tout à fait raison, depuis le 1er septembre, il faut porter un masque dans nos entreprises. D'autant plus qu'il y a une statistique qui dit que 24% des personnes qui attrapent ce virus l'attrapent en milieu professionnel. Donc c'est à nous d'être vigilants et on est en première ligne là-dessus pour fournir les moyens aux collaborateurs pour se protéger. Juste une remarque là-dessus, c'est qu'il faut être attentif aussi, il faut faire attention à ce que laisser ces temps de respiration aux collaborateurs. Donc le confinement a montré l'efficacité du télétravail et je pense qu'il faut rester sur cette ligne directrice, l'encourager. Bien sûr, on ne peut pas éternellement travailler à temps plein en télétravail. Et il faut trouver le bon rythme de 1 à 2 jours maximum, et ce qui permet aux collaborateurs à ce moment-là d'effectuer d'autres tâches qu'ils peuvent ne pas effectuer lorsqu'ils ont le masque toute la journée avec eux. Et aussi aménager des box individuelles pour qu'ils puissent aussi avoir ces temps de pause et pouvoir passer des téléphones. Et donc ça c'est... Moi j'invite tous les responsables d'entreprise à faire justement à fin septembre c'est un petit retour d'expérience et d'être à l'écoute de leurs collaborateurs pour voir justement comment ils réagissent à cette mesure. Voilà. Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire parce qu'en fait vous dans votre entreprise vous avez créé des box ou des espaces spécifiques parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, au bout d'un moment on n'arrive plus à respirer avec son masque. Déjà on n'entend pas ce que les gens nous disent quand les gens portent un masque, on a du mal parce que c'est vrai finalement on se rend compte qu'on lit sur les lèvres souvent. On lit sur les lèvres et on entend en même temps que quelqu'un parle. Donc alors combien de pauses dans ces box individualisées faites-vous pour les laisser respirer? Il n'y a pas de pause chronométrée ou minutée, c'est vraiment en fonction du besoin de chacun d'aller dans ces box pour passer un coup de fil personnel ou un coup de fil
professionnel qui peut durer au-delà de quelques minutes et qui est difficile à réaliser quand on porte un masque. Mais j'insiste aussi sur justement ces cycles de respiration en dehors d'être tout le temps au bureau et de trouver avec les managers ou son responsable justement le bon rythme et d'allier télétravail et présence au bureau. Voilà. Merci beaucoup Annie Atala pour ces commentaires et cette bonne initiative. Autre info du jour, c'est une trentaine de villes en France qui ont mis en place la gratuité dans les transports, justement à cause du coronavirus. Alors avant, il s'agit de Montpellier dans l'Hérault qui vient d'instaurer la gratuité dans les transports, la ville de Compiègne dans l'Oise, Issoudun dans l'Indre ou encore Niort dans les Deux-Sèvres qui se sont lancés dans ces projets, tout comme Aubagne dans les Bouches-du-Rhône, Dunkerque dans le Nord et beaucoup de communautés, de communes qui comptent plus de 100 000 habitants. L'objectif est de désengorger les centres-villes des voitures. Et depuis la mise en place de la gratuité à Dunkerque, il y a 2 ans, la fréquentation a augmenté de 85% et à Aubagne, dit le maire, de plus de 110%. Voilà, mais l'impact est néanmoins minime car selon une étude du Sénat sur la circulation en ville, les automobilistes ne sont pas très bien représentés dans ces nouveaux utilisateurs. Ce sont d'abord les cyclistes qui en ont le plus profité, plus 7%, puis les piétons, plus 4%, et enfin les automobilistes, plus de 2%. Voilà. D'autres expérimentations sont mises en place à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, à Lille, dans le Nord, à Narbonne, dans l'Aude, à Bourges, dans le Cher, à Millau, dans l'Aveyron, et on verra si cela va se poursuivre. Alors à Paris, les transports sont depuis la rentrée gratuits pour tous les collégiens et les lycéens, ce qui leur permet de réaliser une économie de 350 €. C'est le coût du pass Navigo. Alors parlons un petit peu maintenant des jeunes étudiants. Autre info du jour, c'est si vous voulez les primes qui sont accordées pour une entreprise si elle recrute un apprenti. Eh bien, il s'agit de 5 000 € pour un mineur ou de 8 000 € de primes pour les plus de 18 ans en réponse à la crise. C'est la mesure du gouvernement qui vient d'annoncer les aides financières. Et ça, c'est pour le recrutement d'un apprenti jusqu'au 28 février 2021. Cette prime sera versée sans condition aux entreprises de moins de 250 salariés. Et au-delà des entreprises de 250 salariés, eh bien, les entreprises devront respecter 5% d'alternants pour avoir droit à ces primes. Donc ça, c'est intéressant. Et si vous recherchez des apprentis, notamment commerciaux, eh bien, contactez les écoles de la Chambre de commerce. Elles en ont pas mal à vous proposer. Et notamment pour les commerciaux, l'école Affida en Val d'Oise. Et vous allez sur affida.fr. Grosse info du jour. C'est bien sûr, vous l'avez peut-être entendu, en tout cas je vais vous en parler pendant plusieurs jours d'affilée, c'est le plan de relance annoncé par le gouvernement, beaucoup de mesures. Donc ça a été annoncé le 3 septembre, c'est un plan de relance historique de 100 milliards € pour redresser, on espère, l'économie durablement et créer des nouveaux emplois. L'objectif est de transformer l'économie en investissant prioritairement dans des domaines porteurs et notamment 3 volets. Eh bien, la volet écologie, donc 30 milliards seront destinés au financement de la transition écologique. L'objectif est d'accélérer la conversion écologique de l'économie française pour qu'elle soit plus économe, bien sûr, de nos ressources naturelles et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au travers de la rénovation thermique des bâtiments, l'aide à la décarbonation de l'industrie, le bonus écologique, la prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule propre, le développement des transports en commun, la transformation du secteur agricole, la recherche et l'innovation pour le développement des technologies vertes. Deuxième volet dans ce grand plan de réforme, eh bien, c'est le volet compétitivité. L'objectif est de favoriser le développement d'activités à forte valeur ajoutée et de créer des emplois, bien sûr. Donc là, le gouvernement annonce une baisse des impôts de production, un investissement massif dans les technologies vertes, le renforcement du soutien à la recherche, la formation, le développement de compétences, la valorisation des savoir-faire nationaux existants. Et le troisième volet, c'est la cohésion sociale. Afin d'éviter la hausse des inégalités en France en raison de l'impact économique de la crise, le gouvernement ira dans le Ségur sur la santé, l'accompagnement vers l'emploi des jeunes et des plus vulnérables, dont les personnes en situation de handicap, la sauvegarde de l'emploi. Il y aura des dispositifs d'activité partielle et de formation qui vont être mis en place, le soutien aux personnes précaires, par exemple, majoration de l'allocation de rentrée scolaire, hébergement d'urgence, plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté et bien sûr la cohésion
territoriale. Les mesures de ce plan entreront en vigueur progressivement jusqu'en 2022 et donc j'y reviendrai comme je vous le disais en entrée de cette info car elles vont être adoptées au fur et à mesure de l'automne. Voilà un petit peu pour les mesures. Alors, important, c'est aussi pour les TPE-PME qui bénéficieront sur ces 100 milliards de 40 milliards d'euros de manière directe et indirecte afin d'accroître leur capacité d'investissement car elles représentent un tiers de l'activité du chiffre d'affaires des entreprises françaises. Donc accompagner la transformation numérique, relever le défi de la transition écologique, préserver leurs compétences, faciliter l'accès à la formation, conquérir de nouveaux marchés et monter en gamme et soutenir particulièrement les entreprises du commerce et de l'artisanat. Voilà, alors le MEDEF souligne bien sûr les choix du plan de relance, mais note 3 risques. Éviter les travers d'une mise en œuvre trop lente de cette enveloppe financière, comme ce fut le cas, dit-il, en 2008. Certains secteurs particulièrement touchés ne sont pas encore dans la phase de relance et aucun pays européen ne peut être prospère dans une Europe qui ne l'est pas. Il faut donc soutenir, dit le MEDEF, les alliances industrielles européennes indispensables à la souveraineté de l'Europe. On peut prétendre, autre info du jour, on peut prétendre à un prêt étudiant garanti par l'État. Je pense que c'était important de l'annoncer aujourd'hui. Il faut un petit peu s'occuper des étudiants. Pour en bénéficier, il est nécessaire de contacter une banque ayant signé avec BPI France, car c'est la banque publique d'investissement qui se porte garant des étudiants auprès des banques partenaires autorisées et il n'y en a que 6. Donc c'est important que je vous les cite. Il s'agit de la Société Générale, des banques populaires, des caisses d'épargne, du Crédit Mutuel et du CCI, le Crédit Industriel et Commercial. Voilà, alors à qui est destiné le prêt étudiant garanti par l'État? Eh bien à tous les étudiants qui le demandent et qui vont avoir certaines règles, c'est-à-dire qui n'ont pas un cautionnaire potentiel dans leur entourage, donc si leur famille n'est pas capable de se porter caution. Son remboursement par l'étudiant débute à l'issue des études et ce n'est pas un prêt à taux zéro, attention, au capital à rembourser s'ajoutera le remboursement des intérêts, donc il faudra bien voir si vous êtes étudiant l'intérêt demandé par les banques. Ce prêt devra respecter donc les règles en vigueur de la consommation et donc il faut être âgé d'au moins 18 ans et pas plus de 28 ans. Voilà, pour les mineurs de plus de 16 ans, il est possible d'en bénéficier exceptionnellement à condition d'avoir obtenu l'émancipation de la part des parents. Voilà un petit peu pour les infos du jour. On va tout de suite faire une première pause musicale et après, place à nos invités. Comment? Un des premiers 45 tours. C'est vrai, ça vous rappelle votre jeunesse alors? Et c'est vrai parce qu'elle plaisait à tout le monde, cette artiste. Elle était gaie. Intergénérationnelle. Intergénérationnelle, exactement. Est-ce que quelqu'un peut commenter le plan de relance avant qu'on démarre? On va démarrer avec vous, si vous voulez. Si vous voulez que ce soit plan de relance, je peux dire deux mots. Oui, d'accord. Pas d'avis. Pardon, pas d'avis. Deux mots, De toute façon, je vais y revenir au cours de beaucoup d'émissions parce qu'il y a tellement de détails. Et puis, comme ça va être voté au fur et à mesure des mois, tout va rentrer en vigueur petit à petit. J'ai encore 45 tours à la maison. C'est vrai? Qu'est-ce que je l'ai mis celui-là? Celui-là? C'était c'était tout un style, hein, ces musiques-là, Ouais, ces années-là. Mais c'est cartonné, mais c'était Ouais. super bien Ouais. à l'époque. C'est marrant de réécouter les titres, les grands succès, tu sais, par dizaines d'années, vous voyez? C'est J'ai drôle. un jukebox à la maison, il est dans le jukebox. Hein. Ah oui? Ah bah ouais, ah, terrible. Ah, j'ai vu dans le passé. Quelle énergie elle avait surtout. Ouais. Ah, c'était formidable. C'était ça qui était super, entraînant, gai.
On y retourne? Oh bah là. Attends, il reste que 30 secondes. Là. Tu fais un hommage, après jusqu'au bout. Bon, d'accord. Allez. Après les autres, je m'en fous. Mais après, tu mets ce que tu veux. Je veux bien que tu mettes la secte. Je n'entends plus. Nous voici de retour, c'était notre hommage évidemment à Annie Cordy avec ce titre mythique, La Bonne du Curé. Aujourd'hui, avec mes invités du jour, nous parlons sécurité, smart building, propreté, coaching en management et préparation mentale. Et je suis accompagnée de Stéphane Salin pour Abeille Propreté Service, de David Lellier pour Bill Lellier, et puis de Annie Attala, directeur de Iviflow. Alors Annie Attala, avant de démarrer sur vos spécialités qui sont la cybersécurité et le smart building, un petit commentaire sur le plan de relance, vous l'avez écouté, qu'en pensez-vous? Moi j'ai écouté notre ministre ou le secrétaire d'État responsable de la transition numérique, Cédric O, qui parle d'un plan de relance du gouvernement consacré aux startups et au numérique de 7 milliards d'euros, notamment pour favoriser la création d'entreprises et la création d'emplois pour faire face à tous les emplois qui ont été perdus lors de cette crise du Covid. Et après l'environnement, le numérique va être sans doute l'un des piliers les plus importants de ce plan de relance. Et ce plan de relance, moi ce que j'ai noté, c'est qu'il est dédié à ce qu'on appelle les technologies de rupture, c'est ce qu'on appelle la cybersécurité, l'intelligence artificielle, comme tout ce qui va être lié aux technologies liées à la gestion des données qui vont être mises dans des clouds et qui sont aujourd'hui jugées comme vitales dans le cadre de la transformation numérique des entreprises. Donc on attend de voir son application pour les 2 prochaines années et qui va permettre à ce moment-là d'investir parce qu'il faut savoir que les entreprises comme les nôtres ou celles qui investissent dans l'innovation, ce sont elles qui aujourd'hui recrutent et qui ont besoin de gens qui sont formés à ces nouvelles technologies. Et ça fait un autre volet qui est important dans ce plan de relance, c'est le côté formation à ces nouvelles technologies. Et c'est un point qu'on nous attend parce que on est, bien sûr, on se plaint toujours qu'on n'a pas les bonnes ressources formées par rapport à ces nouvelles technologies, mais aujourd'hui, je pense que on fait partie des secteurs industriels qui permettent aujourd'hui d'embaucher et d'embaucher des CDI. Donc, on compte sur ce plan et son application dans les 2 prochaines années. Voilà. Alors justement, donc pour ce plan, qu'est-ce qui pêche le plus pour vous? C'est la formation? Entre autres, mais aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que les entreprises ont le Covid ou le télétravail a montré que l'importance de cette transformation numérique, donc des nouveaux besoins en termes de métiers vont émerger et je pense qu'il faut les accompagner et dans le cadre des gens qui veulent aussi, des jeunes diplômés ou des gens qui veulent aussi se former à ces nouvelles technologies. Voilà. Alors, Annie Attala, vous avez prononcé des mots importants, j'aimerais bien qu'on y revienne, notamment en parlant du cloud, parce que j'aimerais que vous nous expliquiez si, auparavant, en entreprise, ce qu'on voulait, c'était conserver nos données à l'intérieur de l'entreprise sur des serveurs sécurisés, et vous, là, vous nous parlez du cloud, donc ça, j'aimerais bien qu'on y revienne. Mais d'abord, expliquez-nous ce que fait Iviflow. Alors, en 2 mots, donc, moi, je suis le directeur général de Iviflow, une société qui est spécialisée dans le domaine de la cybersécurité et du smart building. Donc on a 2 métiers. On existe déjà depuis 2007. En quelques mots, qu'est-ce que la cybersécurité et qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet la protection des fichiers clients, de nos données personnelles, du savoir-faire technologique qu'on va retrouver dans une entreprise, la surveillance et la protection des systèmes de production d'entreprise. Il faut savoir que c'est le point le plus important si les systèmes de production s'arrêtent. La gestion de la sécurité des infrastructures informatiques qui vont de votre poste de travail jusqu'au réseau d'accès pour Internet ou pour les données que vous hébergez à l'extérieur. Et la transformation numérique des entreprises a entraîné cette hausse en termes de besoins en cybersécurité. De plus, les entreprises sont soumises depuis 2018 au règlement européen sur la protection des données personnelles, ce qu'on appelle le règlement RGPD,
Et ce texte oblige les entreprises à garantir la sécurité de toutes les données personnelles de leurs clients sous peine d'amende sévère. Donc cette mise en conformité oblige les entreprises à repenser leur sécurité et la façon de se protéger sous forme d'amende importante. D'où le rôle important dans une entreprise du directeur du système d'information et du responsable de la sécurité du système d'information. Voilà. Alors, donc, dans ces cas, ça veut dire que depuis 2 ans, vous mettez en place, vous le voyez, les demandes des clients changent? Alors, elles changent d'autant plus que aujourd'hui, comme je vous le disais, les processus métiers se numérisent de plus en plus. On a la quantité de données qu'on manipule liées aux nouveaux outils numériques augmente. Donc il va falloir stocker ces informations de manière intelligente en fonction de leur criticité. Et c'est là que rejoint un petit peu le métier de l'expert, savoir justement faire cette répartition entre données critiques et données moins critiques, les héberger, ce qu'on appelle sur des clouds publics, des clouds souverains, qui sont estampillés par l'État comme plus protégés et qui permettent à ce moment-là de mettre des données plus critiques. Tous ces besoins en outils numériques et en digitalisation font que les besoins en termes de cybersécurité sont importants. Et il faut savoir que c'est un des risques majeurs aujourd'hui pour une entreprise, parce que si son outil de production ou si son système d'information est attaqué par des gens malveillants, ben la production s'arrête et le coût est beaucoup plus important que tout autre risque d'incident industriel. Bien sûr. Alors justement, l'intérêt de se protéger et de travailler sur la prévention. On a vu l'année dernière les rackets financiers. Hein, exactement, c'est le ransomware, ça fait partie de la deuxième type d'attaque et de risque en termes de cybersécurité. Ouais. Est-ce que parmi vos clients, vous en avez qui se sont fait attaquer ou vous avez déjà vu des tentatives que vous avez pu bloquer? On a des tentatives bien sûr sur les entreprises qu'on gère, on le voit dans les outils qu'on met en place, qu'il y a eu des tentatives d'attaque. Mais toutes ces tentatives et tous ces actes malveillants qui peuvent avoir lieu, la première chose qu'il faut réaliser pour une entreprise, c'est déjà de sensibiliser ses collaborateurs à ces risques de cybersécurité, parce qu'une personne sensibilisée va faire plus attention aux données qu'elle va manipuler, à la gestion de ses mots de passe, à la gestion de son environnement informatique. Et ça, c'est un point important pour éviter tous ces actes malveillants. Alors, ça veut dire que pour gérer tous ces sujets de cybersécurité, dans votre équipe, comment ça se passe? Vous développez des outils ou vous achetez des outils tout prêts? Comment faites-vous? Alors, il y a plusieurs phases en termes de cybersécurité. Vous avez la phase au départ qui représente ce qu'on appelle, nous, un audit, qui permet d'auditer les processus métiers de nos clients pour savoir comment eux, ils travaillent, de quelle manière ils stockent leurs données, quels sont les plans de qualité qu'ils mettent en œuvre, quelle est leur politique de sécurité. Et ensuite, au-delà de ça, on va auditer les équipements, les machines, leur réseau. Et à partir de là, on va établir un tableau de vulnérabilité possible et proposer un plan d'action vis-à-vis de nos clients. Et ce plan d'action peut être lié à juste de la formation, de la sensibilisation auprès de leurs collaborateurs, mais ça peut être aussi par le renforcement d'équipements supplémentaires qui se mettent pour accéder à Internet, pour accéder à leurs données sensibles, des processus pour mettre à jour régulièrement leurs équipements, les antivirus, tout ce qui va être protection de la messagerie. C'est tous ces systèmes et ces processus qu'on met en place chez nos clients. Voilà. Donc vous allez avoir différents métiers, des experts très techniques sur des équipements très pointus et des gens qui vont plus travailler ce qu'on appellera sur la gouvernance et sur les processus métiers pour accompagner nos clients pour faire face à ces menaces en termes de cybersécurité. Quels sont les domaines, dans vos clients, quels sont leurs domaines, dans quel domaine travaillent-ils? Alors vous allez trouver différents domaines. Dans le domaine industriel, ça va être des gens qui vont travailler dans la production. Hein. À ce moment-là, ils vont être aussi exposés
plus pour accéder à des bases de données extérieures ou via leur poste de travail ou via leur messagerie. On va travailler aussi pour des grands comptes dans le système pour des banques. Et là, c'est pareil, ils vont être exposés aussi par rapport à la gestion de la protection des données personnelles de leurs clients, à la protection vis-à-vis de la sous-traitance, à fournir les bons outils pour que les personnes puissent s'authentifier correctement et puissent accéder correctement aux données. Et ça, c'est de plus en plus important. On a remarqué que lors du Covid, lors du confinement, le télétravail s'est accentué, donc les usages et la manière de travailler a été modifiée. Donc il faut adapter, développer ces outils pour pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise de manière sécurisée, pour être authentifié de manière certaine et pour se protéger et pour protéger son entreprise. Voilà. Donc en fait, là, vous nous reparlez du télétravail. Donc, voilà, exactement. Voilà. Et donc là, effectivement, il faut que chacun, de son ordinateur personnel ou professionnel, eh bien, on mette en place des systèmes de sécurité. Exactement. Voilà. Je vous propose tous de faire une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes pour poursuivre sur nos sujets du jour: sécurité, smart building, propreté, coaching en management et préparation mentale. Alors vous avez des postes à pourvoir. Oui. Hein, on va en parler. Et puis après, on va parler de smart building. Exactement. Donc ça, là, j'ai mis un titre d'un groupe qui s'appelle La secte phonétique, c'est super. Mais un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Vous allez voir, c'est drôle. Et ça reprend, je ne sais pas si vous avez vu Blanche-Neige, mais il y a des morceaux, on dirait on dirait les petits nains en train de... Enfin, moi, ça me fait penser à ça, les petits nains en train de travailler. Pas un petit nain. Oui, par exemple. Hein, c'est pas drôle? Tu connais? Non. Que tu sois une meuf, que tu sois pisse, que tu sois ref, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois athée, que tu sois bleu, que tu sois manchot, que tu sois gaucher, que tu sois blindé ou toujours fauché, que tu sois de spi ou jamais pressé, que tu sois un flic, que tu sois fait serrer. Le titre, je sais plus. Que tu sois noir, que tu sois dans les Bienvenue dans la secte. Ah oui. que tu sois rond, que tu sois chaud, que tu sois blond, que tu sois une blague ou un bobo, que tu sois homo ou encore plus sourd, que tu sois maniaque ou bordélique, que tu sois toujours sobre, que tu sois un nain ou bien une perche, que tu sois de tous ou t'es toujours la pêche, que tu sois timide ou un tchatcheur, que tu sois patron, que tu sois chômeur, que tu sois sportif ou tu fumes le bête. À Paris, oui, Grigoli, vous savez, là, en face de la Samaritaine. Oui, d'accord. C'est pas le café plus idéal, mais près de la Samaritaine, la rue Grigoli. Parce que maintenant, la rue, elle est complètement interdite aux voitures. Vous avez une voie de bus, et après, vous avez 3 voies de vélo. Ce qui est bien, pour accéder, il faut suffit de laisser prendre une voiture pour déposer les choux, et après, tu C'est se renouveler pour prendre du temps. mais là, il y a tout le monde, il y a une relation de départ. Là, ouais, c'est Alors, ça fait combien de temps là? Là, j'ai mis la moitié. On y retourne? Ouais. Hein, c'est sympa, hein? Et voilà, c'était une chanson très gaie, un nouveau groupe à découvrir que je vous ai proposé aujourd'hui. Ça s'appelle le groupe La Secte Phonétique et c'était Bienvenue dans la secte. Allez écouter et allez acheter leur titre, c'est super sympa.
Voilà, alors les thèmes du jour, eh bien, c'est avec Stéphane Salin d'Abeille Propreté, avec David Lellier pour le coaching et la préparation mentale. Et puis, en ce qui concerne la sécurité, la cybersécurité et le smart building, c'est avec Annie Attala, avec qui nous discutions justement de cybersécurité. Alors Annie Attala, je suppose que vous utilisez à la fois, vous avez des salariés bien sûr en propre et puis aussi des consultants qui interviennent comme ça à la demande, à la mission. Vous avez des postes à pourvoir, expliquez-nous quels sont-ils et puis quel âge, quels sont les critères? J'allais dire qu'aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est qu'avec cette, j'allais reparler avec l'accroissement durable du télétravail et l'accélération de la transformation numérique, les entreprises vont alimenter la croissance des marchés sur lequel on est positionné, ce que je vous disais sur la partie offre de services à forte valeur ajoutée, le cloud et la cybersécurité. Et nous, on cherche des profils allant du jeune diplômé, de l'alternant bien sûr, parce que c'est un point sur lequel nous on insiste justement d'accompagner et de former les jeunes qui sont d'entreprise. Et l'alternance est un outil formidable qui existe et qu'il faut continuer d'utiliser. Donc du jeune diplômé, donc des postes du chef de projet technique, des architectes réseau et sécurité principalement, et des commerciaux pour justement accompagner, écouter nos clients et leur proposer des services à forte valeur ajoutée. Et retransmettre aux techniciens, Voilà. enfin, aux techniciens informatiques les demandes des clients. Voilà. Alors pour les commerciaux, on comprend bien, et là c'est plus facile, là tout le monde sait ce que c'est. Par contre, pour le côté plus technique informatique, quel type d'école, ou alors est-ce que vous les prenez dès les bacs pro? Alors, pour les architectes et les chefs de projet, ce sont souvent des écoles d'ingénieurs et des universités. Donc, ça va de l'UIT spécialisée en termes de réseau ou informatique aux écoles d'ingénieurs post-bac ou aux grandes écoles. Et peu importe, parce qu'on peut prendre nous on a pris des gens qui voulaient aussi se former tout au long de leur et qui voulaient évoluer vers ces nouvelles technologies. Donc le fait de prendre quelqu'un en alternance aussi, c'est de le former, de l'amener justement vers ces nouveaux métiers et lui permettre d'atteindre, d'avoir un nouveau diplôme. J'allais dire, le diplôme est important bien sûr au début parce qu'il vous permet d'accéder à la vie professionnelle, mais ce qui fait aussi la valeur après, et il faut donner la chance à tout le monde, c'est justement cette expérience qu'on peut avoir. Et dans une entreprise de conseil comme la nôtre, on va avoir différents environnements de travail, différents clients. On va entre guillemets, se frotter avec des gens avec beaucoup d'expérience. Et ça fait partie du travail des gens qui sont beaucoup plus expérimentés, des directeurs dans l'entreprise, d'accompagner ces jeunes vers ces nouvelles technologies et l'évolution dans leur carrière. Voilà. Mais Annie Attala, est-ce qu'il faut un bagage de langage informatique ou c'est même plus la peine avec les nouveaux moyens? Alors, malheureusement et heureusement, je pense qu'aujourd'hui nos métiers se spécialisent et deviennent hyper spécialisés en fonction des nouvelles technologies, que ce soit dans la gestion des données, dans le cloud, dans la cybersécurité. Et on a besoin de gens qui sont hyper spécialistes dans un domaine précis, mais qui ont cette vision transverse pour savoir qu'est-ce qu'un réseau d'entreprise, qu'est-ce qu'un système d'information. Donc forcément, il y a un bagage technique qu'on acquiert à l'école et qu'on renforce ensuite en entreprise. Donc le langage informatique, j'allais dire avant, on parlait de CMS, on parlait d'HTML, tout ça, il faut le savoir? Il faut avoir des connaissances? Bien sûr, c'est important tous ces langages parce que ça permet aussi de savoir qu'est-ce que l'informatique, qu'est-ce que l'algorithmique. Et c'est des bases qui vous permettent d'évoluer vers d'autres langages par la suite. Parce qu'aujourd'hui, les langages de demain, on ne les connaît pas. Et c'est le fait, entre guillemets, d'avoir une tête bien faite et connaître entre guillemets, ces bases et ces classiques qui vous permettent d'évoluer vers ces nouvelles technologies. Alors, on va rappeler, si vous voulez bien, Annie Attala, les postes que vous avez à pourvoir et combien? Alors, on a des postes de chef de projet, d'architectes techniques et de commerciaux. On a à peu près une dizaine de postes à pourvoir qu'on retrouve sur notre sur notre site internet. Et là, ce sont des contrats en CDI ou bien ce sont des missions?
c'est des contrats en CDI. Voilà, donc il y a une dizaine de postes à pourvoir. Et donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous contactez l'entreprise Iviflow par Internet, j'imagine, par le site web. Alors, autre sujet avec vous, Annie Atala, c'est le Smart Building. C'est votre deuxième spécialité. Alors, c'est notre deuxième spécialité. À côté de l'activité de conseil en termes de cybersécurité, on a souhaité, depuis qu'Iviflow existe, d'être toujours innovant, de travailler, d'investir dans l'innovation. Et donc, on a développé une offre de Smart Building qui permet d'augmenter ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle des occupants, des visiteurs et des gens qui maintiennent un bâtiment ou un campus. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'à partir de son téléphone mobile, ça nous permet d'interagir avec différents éléments dans le bâtiment. Première chose quand on arrive le matin, c'est de permettre avec le téléphone mobile de pouvoir accéder à son bureau, de pouvoir télécommander l'ascenseur, de pouvoir jouer sur le confort de son environnement de travail, c'est-à-dire l'éclairage, la température, la climatisation, de pouvoir réserver des ressources dans une entreprise, c'est-à-dire réserver une salle de réunion, d'être prévenu quand elle est disponible, de pouvoir se localiser, d'être géolocalisé dans un grand campus et d'utiliser son téléphone comme on utilise dans la voiture un système de navigation. On a un système de navigation dans une entreprise, dans un campus, pour pouvoir accéder ou rencontrer une personne. Et des choses un peu plus fun aussi, c'est d'avoir tout ce qui va être bien-être, c'est-à-dire retrouver tous les services qui sont liés à la conciergerie, à son cours de fitness, à tout ce qui peut exister dans une entreprise quand les moyens de transport, les navettes, pour savoir où est-ce qu'elles se trouvent, pour rejoindre la gare ou le bus qui va bien, qui nous emmène où il faut. Communiquer, d'avoir toutes les informations nécessaires avec son entreprise. Donc, cet outil permet vraiment d'interagir en fonction de où vous êtes, qui vous êtes, de vous donner des droits et de vous donner des usages que le numérique permet. Voilà. Alors justement, cet outil, il se met en place par entreprise ou bien c'est avec le constructeur du bâtiment que vous travaillez? On travaille très en amont avec les constructeurs et les bailleurs de bâtiments, en l'occurrence mon équipe des Tours à la Défense, où on va travailler très en amont avec les bureaux d'études pour définir les capteurs qui sont mis dans l'entreprise et leur technologie pour qu'ils soient compatibles avec les téléphones mobiles et travailler sur les usages, les futurs usages en fonction. C'est vrai que c'est on pourrait paraître un petit peu bizarre de dire tiens avec le téléphone, chaque fois que je accède à mon bureau grâce au contrôle d'accès, je vais pouvoir appeler l'ascenseur de manière automatique. Ça va me faire gagner 2 minutes, 30 secondes peut-être, mais ça va fluidifier un petit peu les flux de personnes dans une grande tour au lieu d'avoir des encombrements le matin ou le soir aux ascenseurs. Mais c'est surtout ces nouveaux usages sur la digitalisation qu'on va travailler avec les gens du bâtiment. Et ensuite, les gens qui vont prendre, ce qu'on appelle les preneurs, les gens qui vont louer ces bâtiments à ce moment-là, pour plus avoir cette empreinte liée à l'image de leur entreprise, mettre un petit peu. Nous, on offre un socle technique qui va être après adapté à chacune des entreprises en fonction de leurs besoins. Voilà. Voilà, donc vous travaillez en fait de concert avec le constructeur du bâtiment. Exactement. Et ensuite vous adaptez spécifiquement à l'entreprise qui le souhaite tel ou tel usage. Intégrer du contrôle d'accès, intégrer de la géolocalisation, intégrer de la navigation, intégrer la gestion d'un portefeuille pour la cantine, pour la machine à café, intégrer tous ces briques entre guillemets qui sont prises une à une, sont des briques intelligentes qu'on puisse faire communiquer entre elles, les rendre interopérables entre elles. Voilà. Interopérables entre elles, voilà. Est-ce que ça permet aussi de conserver dans la mémoire de la construction du bâtiment certaines choses? Alors, il faut faire attention aux données qu'on manipule, parce qu'il faut qu'elles soient anonymisées par rapport justement à la protection des données personnelles des utilisateurs.
Et on parle plus de profil de personnes, un profil occupant, un profil visiteur, un profil qui va faire la maintenance du bâtiment. Et ça enrichit bien sûr le taux des usages des salles de réunion. Pour savoir combien de personnes étaient présentes dans les salles de réunion, est-ce qu'elle est bien dimensionnée ou est-ce qu'on peut la couper en deux. Il faut savoir que le prix du mètre carré ou le prix des bureaux est le deuxième poste de coût pour une entreprise après les salaires. Donc les directeurs financiers ou les directeurs généraux sont très sensibles justement à l'optimisation de leur coût immobilier. Autre chose, si je peux me permettre, c'est que les usages avec cette crise ce confinement vont être modifiés, c'est-à-dire le télétravail fait que les gens sont moins présents au bureau 1 ou 2 jours par semaine. Et du coup, il faut optimiser les espaces autrement. Il y a des bureaux qui sont vides actuellement. Quand on va sur un open space, on voit qu'il y a des bureaux qui sont vides. Donc la tentation pour les directeurs financiers ou les directeurs d'immobilier, c'est d'arriver vers des nouveaux mode de travail, comme ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire que le matin vous arrivez, vous n'avez pas de bureau attitré et vous allez réserver vos ressources peut-être la veille avec le téléphone mobile et à ce moment-là vous allez grâce au téléphone mobile savoir où se trouve votre équipe ou travailler avec un nouveau collaborateur. Pour accompagner justement ces nouveaux modes de travail, vous avez besoin d'outils digitaux et numériques là-dessus. D'où ces applications dites de smart building. Ouais, en fait, on arrive avec son portable, son ordinateur portable, et puis on s'installe un peu n'importe voilà, où. Et on interagit avec son bureau, on le pose, et ça réserve la ressource. Et à ce moment-là, ça met le système d'information à jour, et on vous dit vous êtes bien ici, ça ouvre les flux vers l'imprimante qui va bien. Et voilà l'avantage du smart building. Voilà. Donc si on est intéressé, eh bien il faut vous contacter évidemment. Voilà. Alors ça se met en place pour des grandes tours ou des grandes entreprises. Je pense que dans exactement, les petites c'est un peu et des grandes tours et ça marche aussi pour tout ce qui va être aussi des bâtiments de moyenne importance de moyenne taille qui vont aussi devoir s'équiper aussi pour numériser tous ces Merci Annie Atala pour cette présentation du Smart Building. Alors Stéphane Salin, vous dirigez, vous avez créé Abeille Propreté, vous intervenez justement dans les bâtiments pour les nettoyer, pour que les équipes arrivent dans des bureaux propres, d'autant avec le Covid. Alors vous, la spécificité, c'est que vous avez créé cette entreprise en septembre 2019, il y a un an tout juste. Alors déjà, pourquoi avoir créé votre propre entreprise ? Alors, j'ai souhaité de créer Abeille Propreté Service. Bon, j'ai fait toute ma carrière dans le nettoyage industriel. J'avais envie, j'avais un peu fait le tour au sein de mes différentes expériences au sein de groupes nationaux, internationaux, des PME, voilà. Donc, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment d'y aller. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Il me manquait juste, en fin de compte, le déclic pour y aller. Donc voilà. C'est un gros risque que vous avez pris. Vous avez démissionné. Comment ça s'est passé ? Alors, vous avez fait des économies. Expliquez-nous cette démarche de création. J'ai fait des économies pour créer mon capital, parce qu'il faut quand même quelques ressources. Et puis, tout à côté, il y a plein de choses. Quand on crée une entreprise, il faut créer un site. Il faut donner les moyens de travailler aussi aux agents, c'est important, les conditions de travail. Donc oui, il faut quelques ressources. Bon, pour l'instant, je suis en mode PME, donc ça va. Mais oui, il faut un peu de ressources, effectivement. Oui. Donc un petit peu d'économie avant de se lancer pour faire ce que vous avez dit, mais en plus, il faut recruter des agents de nettoyage. Est-ce que c'est facile ? Alors non, c'est pas facile. Car c'est une activité qui est, je dirais, entre guillemets, malheureusement un peu non reconnue. Il n'y a pas énormément de postulants pour faire ce job. Ce que vous voulez dire, c'est que plus personne ne veut faire le ménage toute la journée, en fait. C'est difficile à trouver. C'est difficile à trouver, effectivement. Est-ce que c'est parce que c'est par manque de reconnaissance ? Alors, oui, il y a le manque de reconnaissance, comment dire... ça peut être auprès des employeurs, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité créer mon entreprise, parce que c'est des choses que j'ai vues. Vous trouvez que vous voulez dire que dans les grands groupes, en tant que salarié, on est malmené ? Pas partout, hein, mais je l'ai vu. Effectivement, c'est des choses sur lesquelles j'étais absolument pas d'accord, donc je souhaitais vraiment faire
faire quelque chose à ma façon. Hein. Donc, voilà. Donc c'est Après, vous voulez mettre en place une autre gestion du personnel, vous voulez dire? oui, puisque dans mon métier, l'humain est au centre de mon activité. Donc je dirais, c'est faut en prendre soin, faut être à l'écoute, faut lui donner les moyens de travailler et en sécurité. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi avec de l'humain. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des produits, ce ne sont pas des services. C'est l'humain. Donc il est important. Hein. Donc il faut être à l'écoute aussi. Il y a énormément de... Effectivement, l'humain est compliqué par définition, donc il est compliqué également à gérer. Donc voilà. Donc voilà, et cette création a eu lieu en septembre 2019. Oui. Alors, est-ce que la Covid a changé des choses? Alors, s'il y avait eu que la Covid, j'aurais tendance à dire... C'est vrai que vous avez choisi de créer en pleine crise, la crise des Gilets jaunes, Ouais, en et fait, puis ouais, après la Covid. Voilà, j'ai créé l'entreprise en septembre, donc avant que ça commence vraiment commercialement à démarrer, bon, il s'est passé un peu de temps, bon, j'avais tout un plan de marketing à faire, j'avais plein de choses à faire, donc du coup j'ai eu mes gilets jaunes qui sont arrivés, j'ai eu les grèves SNCF qui sont arrivées, et 2 mois après, le Covid. Donc maintenant pour répondre à votre question sur le Covid, alors, s'il y a eu gérer du bon et du pas bon, moi je parle en termes de business, hein. Le bon, c'est que ça m'a apporté des marchés que je n'aurais peut-être pas eu sans la Covid, hein, notamment tout ce qui est désinfection de locaux, désinfection de points de contact, j'ai eu voilà, pas mal d'activités là-dessus. Par contre, à côté de ça, j'avais des marchés qui devaient démarrer en mars, en avril et en mai. Alors, ils n'ont pas été annulés, ils ont été reportés, ce qui m'a fait gérer un peu de décalage au niveau de mon business plan, mais Bien sûr. bon, on s'en sort. On va dire que voilà, on va y arriver. C'est sûr, Voilà, tout le monde on va vit y sur arriver. ses économies personnelles, en Et fait, voilà. c'est ça que vous voulez dire. Et voilà, tout à fait. Et puis maintenant, les entreprises, ça s'entend, hein, regardent de plus en plus les coûts. Hein. Donc, bon, faut plus attention maintenant. Alors, quels sont les coûts si on veut faire appel à du nettoyage, ça s'appelle du nettoyage industriel toujours? Ah C'est oui. comme ça que vous parlez? Alors, ça s'appelle de la propreté, mais oui, anciennement, oui, c'est du nettoyage industriel. Ce qu'on dit, c'est Ouais. votre spécialité, vous ne faites pas du nettoyage pour particuliers, Non, en fait, je c'est ça que je veux travaille dire. uniquement auprès des industries, collectivités, les syndics, hein, je fais de l'habitat, de l'hôtellerie. De l'habitat collectif, vous voulez L'habitat dire? collectif, absolument, de l'hôtellerie, mais je ne fais pas, je ne travaille pas avec les particuliers. C'est un autre métier, on va dire. Alors d'accord, donc là, on peut dire qu'au bout d'un an, finalement, même malgré les reports, vous êtes content? Oui, je suis content. L'accueil est bien, vous faites beaucoup de commercial? Alors, je fais quasiment que ça. Que ça. Quasiment que ça. Alors, on a eu toute cette période de confinement qui m'a fait faire énormément de phoning, des mailings. Bon, ça m'a permis de créer aussi mon CRM. Bon, maintenant j'ai effectivement des nouveaux dossiers, donc je fais toujours du commerce en termes de prospection, mais je fais aussi de l'exploitation, j'ai des équipes. Il faut s'en occuper, il faut être là. Voilà, C'est gérer l'humain, donc là on revient à la gestion de l'humain. Absolument. Et donc gérer l'humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être là tôt le matin avant qu'il démarre? Comment faites-vous? Expliquez-nous votre gestion. Alors, dans le nettoyage, gérer l'humain, c'est effectivement, faut être là au démarrage. Hein. Montrer que ce que vous demandez à votre collaborateur, vous savez faire. Donc au début, il y a un accompagnement très opérationnel à faire. Hein. Ça, c'est pour une question de crédibilité. Hein. Après, on a un système de communication que l'on fait régulièrement avec les agents. C'est-à-dire, on s'appelle, tout va bien. Après, je n'ai pas besoin non plus d'être là tous les jours. Je suis sur tous les chantiers. Heureusement, parce que je ne pourrais pas. Donc ce management-là, on doit aussi apporter à nos équipes des éléments de sécurité, qui travaillent en sécurité. Moi, je me refuse le fait qu'un agent, quand il part chez lui le matin, il ne rentre pas dans le même état le soir.
parce qu'il s'est blessé, parce qu'il n'a pas les équipements de protection individuelle. Ça, je ne le conçois pas. Hein. Ensuite, le management, c'est aussi apporter de la confiance, c'est-à-dire payer les gens en temps et en heure, leur donner les produits qu'il faut, adapter. Voilà. Et à côté de ça, aussi être très exigeant. C'est important aussi d'être exigeant avec ses équipes, parce que moi j'attends d'avoir un retour quand même au niveau de la qualité et du service. Oui, puisque c'est ce que vos clients attendent de toute façon. Ils sont sur place, et voilà, c'est des choses essentielles. Alors, vous avez besoin de recruter des agents. Est-ce qu'on fait un appel aujourd'hui? Par quel biais passez-vous? Est-ce que vous passez par Pôle emploi? Comment faites-vous? Non, je ne passe pas par Pôle emploi, je passe plutôt par mon réseau. Hein, ça fait donc plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans la propreté, donc j'ai quelques contacts chez mes collègues. Donc voilà, non, je ne passe pas par Pôle emploi. Alors j'ai fait des démarches pour passer par l'insertion, hein, avec des assos, notamment dans le Val-d'Oise. Voilà, je suis en discussion pour l'instant. C'est des choses que je vais voir, parce que je souhaite également inscrire dans ma démarche un volet insertion, hein, faire l'intégration de personnes soit éloignées de l'emploi ou en situation précaire, on va dire. Pour moi, c'est important. C'est important. Pour l'instant, moi, je recherche quelqu'un pour travailler à Cergy-Pontoise en CDI, hein, tous les soirs, de 17h30 à 20h30. Alors, ce sont des temps partiels, essentiellement dans la propreté. Quand il y a un temps plein, c'est super, mais pour l'instant, voilà. Mais c'est un poste évolutif, donc voilà. Voilà, donc beaucoup de temps partiel à pourvoir, en fait. Ça peut concerner quand même pas mal de monde. Il y a plein de gens qui sont intéressés par les temps partiels. Mais en CDI, par contre. Et on met en CDI, c'est ça l'avantage. Donc pour cela, Stéphane Solin, comment faut-il faire pour vous contacter? Alors, soit par mon site internet, hein, j'ai un site internet, abeille propreté, abeillepropretéservice.fr. Tout simplement. Alors vous êtes installé à Enghien-les-Bains. Oui. Quels sont vos objectifs en tant que jeune entreprise? Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les mois à venir? Plein de clients. Voilà, comme tout le monde. Ce qu'il faut me souhaiter, moi je recherche en fin de compte j'ai une couverture géographique qui est l'Île-de-France. Hein. Par contre, comme nous, ça tombe bien. Et on est en gars aussi, comme vous. Par contre, ce que je cherche, moi, c'est vraiment du local, hein, des petites PME locales, des petites industries, des petites collectivités. Je ne veux pas aller à l'autre bout de Paris pour faire du nettoyage. C'est pas pour l'instant. Il y a trop d'embouteillages. Oui, puis il faut les gérer. Moi, je souhaite être proche de mes clients. Je veux de la réactivité, je veux de la proximité. Je ne veux pas que les agents ils fassent le tour de Paris, qu'ils mettent une heure et demie de trajet pour se rendre sur leur lieu de travail. Ça, je ne veux pas, dans la mesure du possible, hein, bien entendu. Donc voilà, plutôt clientèle de proximité. Dans le Val-d'Oise, c'est bien. Hauts-de-Seine, ça va aussi. Après, s'il y en a, ce qui est mon cas, j'en ai à l'autre bout de Paris aussi. Mais bon, mes cibles seront plutôt en local. Merci en tout cas de nous avoir proposé ce service, c'est important. À l'heure justement de ce virus où on se rend bien compte que la propreté qu'on négligeait peut-être, c'est la base finalement. Et donc, voilà, si vous avez... Ça a permis en fin de compte de mettre, on va dire, comme ils ont dit dans la presse, les gens de l'ombre. On a remis en lumière les gens de l'ombre, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai fait moi un hommage à tous ces gens-là avant... au printemps dernier parce que c'était important. Et puis ils méritent effectivement. Voilà, puis on fait tous le ménage chez soi, donc on sait que c'est important d'avoir des locaux propres. Je vous propose tout de suite une pause musicale et puis ensuite on va parler de coaching en management et de préparation mentale. Et je pense que d'ailleurs le coaching en management intéresse tous nos invités du jour. Premier de cordée. Premier de cordée, c'est ça. Ouais, c'est l'instar des premiers de cordée. Non, c'est vrai, j'aime bien cette expression.
Au départ, je croyais que c'est les talents d'aller fourcher, comme il corée, mais c'était fait exprès. C'est pas mal de toute façon. Ça, c'est retransmis en live sur Facebook ou c'est après c'est un podcast? Alors là, je crois que c'est en direct. Hein. D'accord. Je crois. J'aurais pas dû faire cette remarque. Non. Pas de souci. Je crois que ça va sûrement un décalage. Sûrement un décalage. C'est Madame Tuvert. Là, c'est le 2 KPO. Parce que je l'ai en temps réel. La vidéo, c'est en temps réel. Alors David, vous, ça fait 2 ans que vous êtes revenu en France. Ah non. 1 an, même pas 2 ans. Oui, 1 an. Non, mais j'ai eu tout de suite les gilets jaunes, la grève des transports, le confinement. Ça, je suis à peine arrivé. Je suis à peine arrivé. Ah bah après les États-Unis, ça doit faire drôle, non? Vu l'état des États-Unis aujourd'hui, je ne sais pas de quel côté ils vont nous être, mais probablement mieux en France. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'on est quand même mieux en France. C'est plus calme. C'est plus calme, c'est sûr. On n'a pas trop de monde. Et vous étiez donc À Seattle. à Seattle. Ah oui, C'était sympa, hein, c'est la ville d'Amazon, donc c'est là où Amazon. grosse ville industrielle en plus. C'est pas Microsoft? Non. Si, bah, c'est la ville de Boeing, c'est la ville de. Bah oui. C'est la ville de Microsoft, c'est aussi la ville où Amazon explose aujourd'hui. Donc ça a tout changé. En 5 ans, les prix ont changé, les villes ont explosé. Bah, Seattle était en déficit et du coup ça a remis du baume financier en ville. Ouais, alors il y a aussi Expedia, hein, il y a Starbucks qui vient de là, donc c'est quand même une ville assez prospère, mais Amazon a tout changé. Amazon en plus s'est installé dans le centre-ville. Alors que autrefois, Microsoft, c'est White Light, ils étaient en banlieue loin. Donc ça change complètement la donne urbaine. Mais voilà, c'est intéressant, ça fait qu'il y a plein de développeurs. On y va. Le bar de l'économie sur EDFM Radio Anguin, c'était bien Claudio Capéo avec C'est une chanson, un de ses derniers titres. Et aujourd'hui, notre dernier thème du jour, eh bien, c'est le coaching en management et la préparation mentale. Et pour en parler, c'est David Lallier qui est avec nous, mais nous accompagne toujours bien sûr Annie Atala, directeur de Iviflow, et Stéphane Salin pour Abeille Propreté Service. Alors, David Lallier, vous aussi, c'est une jeune entreprise que vous avez créée il y a 1 an. Vous revenez des États-Unis en fait, et vous vous installez pareil, en pleine comme Stéphane Salin, juste avant le début de la crise des Gilets jaunes, avant les crises successives, j'allais dire. Alors, quelle différence pour vous entre les États-Unis et la France? Oula, ça c'est une question compliquée. Mais effectivement, c'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer, parce que je suis rentré il y a 1 an, et j'ai enchaîné les Gilets jaunes, la grève des transports. C'est reparti très fort en février-mars, et effectivement on est retombé sur le confinement. Donc entre les moments, entre les grèves et le confinement, ça marche très bien, et on a eu quelques coups d'arrêt. Alors il y a beaucoup de différences entre les États-Unis et la France, c'est dur de le caractériser. Je peux dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que parfois on pense, il fait bon de vivre en France et de vivre en Europe de l'Ouest. Les États-Unis, c'est un petit peu compliqué en ce moment, l'élection de Trump ne va pas être facile. Il y a beaucoup de manifestations, le Covid a été moins bien géré par les Américains. Donc un petit, voilà, ça n'a rien à voir avec le coaching, mais quand même un petit cocorico ou un petit hommage à l'Europe de l'Ouest qui gère ça pas si mal, malgré tous les débats, malgré tout ce qu'on peut dire. Il y a quand même une culture du service public et les autorités ont plutôt joué leur rôle. Voilà. Alors, votre métier, c'est aux États-Unis comme ici en France, c'est le conseil en management, de gérer les talents. Est-ce que, alors on parlera aussi de votre livre,
que vous avez publié qui s'appelle Manager l'intelligence et le talent aux éditions EMS. On va en parler en même temps qu'on parle de ce coaching, parce que vous parlez aussi de préparation mentale, et ça aussi, j'aimerais bien qu'on en parle ensemble. Alors, est-ce qu'on manage l'intelligence et le talent? Est-ce qu'on y arrive encore, ou est-ce que ce sont des gens ingérables? C'est un petit peu toute la question. Alors, juste, je voudrais préciser que quand je dis manager l'intelligence, c'est pas manager les gens qui ont une QI élevée. C'est pas du tout l'intelligence en ce sens-là. C'est l'intelligence au sens le plus commun du terme. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être intelligent, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi, de tenir compte de ce qui se passe, d'apprendre de vos erreurs, d'observer, voilà, on doit être intelligent, quel que soit le job. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de jobs où on doit être autonome, où vous faites face à des problèmes et où la solution n'existe pas. Donc, face à un problème, il y a deux cas de figure. Soit la solution existe et vous appliquez la solution, c'est-à-dire c'est la procédure, c'est le script, c'est les règles, soit la solution n'existe pas. Et dans ce cas-là, il faut l'inventer. Et, donc voilà. Et ça devient massif aujourd'hui. Il y a de plus en plus de jobs où il faut inventer la solution sur le terrain. Alors c'est vrai pour une hôtesse de l'air qui fait face à un client difficile, mais c'est vrai pour un avocat qui, contrairement à ce qu'on pense, l'avocat il n'est pas payé pour connaître le droit, il n'est pas payé pour une connaissance, il est payé pour l'appliquer. Il est payé pour vous aider dans votre négociation. Et donc une négociation, c'est une dynamique, c'est de l'humain, c'est des émotions, c'est de la prise de risque, c'est de l'intelligence du terrain. C'est des choses qui s'apprennent sur le tas, c'est des choses qui sont liées à l'intuition. Connaître le droit, n'importe quel ordinateur peut le faire. Voilà, c'est pas si difficile que ça. Donc mon livre, il était sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fait quand on manage ces gens-là qui sont chargés de gérer les choses difficiles pour lesquelles on n'a pas de solution? Et c'est pas évident. Et comment on fait aussi? C'est-à-dire on ne peut pas toujours répondre du tac au tac, c'est ça que vous vouliez dire? On ne peut pas toujours répondre du tac au tac. C'est pas des choses qui s'apprennent académiquement, intellectuellement, il ne suffit pas de lire un livre. Donc on parlait un petit peu de profession intellectuelle, ou même on parlait de management tout à l'heure. Dans les professions intellectuelles, moi j'ai été consultant, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. Gérer un projet, c'est de la pratique, il y a un peu de compagnonnage aussi, c'est des choses qu'on apprend avec les autres, c'est parce qu'on est bien coaché, c'est parce qu'on a des bons mentors, des bons modèles. Donc ça ne se développe pas comme on développe n'importe quelle compétence intellectuelle ou explicite. Donc c'est difficile. C'est difficile de recruter, c'est difficile de garder ces gens-là, c'est difficile de les manager, c'est difficile de les former. Donc le livre, c'est un peu une réflexion là-dessus. Ça concerne presque la majorité de la population active maintenant, ça. Vous voulez dire que le télétravail a changé beaucoup de choses, c'est ça? Alors, bien... pas que le télétravail, hein, c'est-à-dire que alors il y a un urbaniste qui appelait ça la classe créative. C'est-à-dire toutes les professions intellectuelles, mais aussi le marketing, le design, les chefs de projet, les chefs de produits. Tous ces gens-là sont payés pour prendre des initiatives, sont payés pour trouver des solutions, sont payés pour faire face à des situations dans lesquelles la solution n'est pas évidente. Donc, vous voulez dire qu'en fait, on est payé non pas pour gérer, parce que ça, vous avez dit tout à l'heure, l'ordinateur, à la limite une machine peut le faire, c'est pour nos idées créatives. Exactement. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on développe ça? Comment est-ce qu'on recrute ces gens-là? Comment est-ce qu'on les reconnaît? Comment est-ce qu'on les motive? Et c'est difficile pour les entreprises, parce que les entreprises aiment bien gérer les processus automatiques. Or là, c'est pas automatique, c'est pas gagné d'avance. On n'est pas en sécurité, en fait. Non, on n'est pas en sécurité. Alors c'est difficile pour les salariés eux-mêmes, donc ça suppose de la résilience, ça suppose, on parlera un petit peu avec le coaching, mais c'est aussi difficile à manager. Et ce qu'on attend, on attend des compétences techniques, monsieur l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des conditions d'entrée dans le jeu. Si on est avocat, il faut connaître un peu de droit, effectivement, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi beaucoup de compétences humaines, de compétences de communication, de relationnel, de gestion de problèmes, de travail en équipe. Et ça s'apprend sur le terrain. Donc une de mes principales thèses, c'est que comment est-ce qu'on développe ces gens-là? En fait, on leur donne des problèmes à gérer. Et on leur donne des problèmes intelligents à gérer. On leur donne pas la solution. On dit pas, voilà la procédure. Ah, finalement, finalement, ce que vous dites, c'est que pour un manager, un directeur d'entreprise, il vaut mieux mettre son salarié en situation difficile et voir comment il réagit. Absolument. Et qu'il va inventer une nouvelle méthode, c'est ça? Absolument. Donc tout le talent, c'est quelle est la difficulté de la situation. Si c'est trop dur, effectivement, vous mettez la personne en échec, ça va être difficile. Mais si c'est trop facile, c'est ennuyeux. Mais il faut mettre les gens un petit peu en déséquilibre. Il faut leur donner une plateforme de développement où ils ne sont pas complètement en sécurité, mais il faut aussi les aider. Donc voilà, tout le travail, c'est ça. C'est comment leur donner des tâches intéressantes, suffisamment difficiles, pas trop, et les aider, de ne pas les laisser se débrouiller tout seuls non plus. Voilà, Niatala, vous avez compris et vous êtes d'accord? C'est ce que vous faites. Je rejoins complètement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
je rejoins complètement ce que dit monsieur, en plus sur la partie accompagnement des jeunes qui sortent de l'école. L'école fournit des outils, et entre guillemets une connaissance académique, et c'est la pratique, et justement c'est en se frottant, comme vous dites, les mentors, j'aime bien ce terme, et qu'on apprend. Et le rôle du coaching, je pense que c'est assez intéressant là-dedans, c'est vous faire prendre les bonnes décisions, vous orienter vers les bonnes solutions. Mais c'est pas lui qui va vous donner les solutions. C'est justement ça va vous apprendre et vous orienter sur toutes ces bonnes démarches. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que en coaching, David Lallier, est-ce que le télétravail a changé des choses? Est-ce que c'est facile pour tout un chacun finalement de travailler en télétravail? Alors moi, je n'ai pas encore été confronté à des gens qui ont ça comme problème majeur. Par contre, j'en entends parler. On commence à me dire de plus en plus que le confinement a créé pas mal de détresse. Et qu'il y a du stress dans l'économie, il y a de la détresse, et que voilà, c'est présent. Je n'ai pas encore été sollicité pour ça. Par contre, en discutant avec des dirigeants, notamment de grandes collectivités, le télétravail est devenu un sujet de management central. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise le télétravail, combien de jours par semaine, qu'est-ce que ça change sur le mode de management, qu'est-ce que ça change sur la productivité des salariés, comment est-ce qu'on organise ça, comment est-ce qu'on les aide. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui. Je voulais dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas être en télétravail et puis d'autres qui veulent absolument sortir de chez eux pour travailler en groupe. C'est le retour. On aurait pu penser que beaucoup de gens seraient contents de travailler chez eux. C'est pas forcément vrai. Le travail, c'est aussi une communauté avec d'autres. C'est sortir de chez soi, c'est important. Rencontrer les autres personnes, c'est important. C'est des lieux d'échange aussi informels. Donc on n'est pas au travail que pour produire, on est aussi au travail pour apprendre, pour partager des soucis, pour dire à la machine à café j'ai ce problème, je ne sais pas comment on va le résoudre, et on va vous donner des pistes. Il y a un aspect émotionnel qui est important de ne pas se sentir seul. Donc effectivement, pour certaines catégories de population, le retour que j'ai eu, c'était que tout le monde n'accepte pas le télétravail. Je pense que pour la majorité, ça se passe bien, mais il y a une minorité importante pour laquelle ce n'est pas évident. Alors, au niveau des cadres, il y a aussi des cadres qui se posent la question de quel va être le futur de mon poste, puisque justement, je gérais du personnel et que maintenant, j'en ai plus à gérer. Est-ce que ça aussi, vous le voyez? Oui et non. Je pense pas que ça va. Le management change, mais ça ne va pas supprimer le management, premièrement. D'autre part, j'ai vu aux États-Unis beaucoup de cadres supérieurs et le télétravail est beaucoup plus développé chez eux qu'ici. Donc, pour un cadre supérieur, le cas standard, j'ai l'impression aux États-Unis, de beaucoup de cadres supérieurs, c'est de travailler à la maison. Et d'aller au bureau quand on a des clients à rencontrer, ou quand on a une réunion, ou d'y aller de temps en temps pour garder le contact avec l'entreprise, mais que le défaut, c'est de travailler de la maison. Donc, voilà, je pense que ça va concerner les cadres. Je pense que c'est un challenge pour eux de savoir comment réorganiser, comment manager, comment gérer la vidéo, comment interagir, comment aussi gérer le non-verbal, c'est-à-dire que les retours qu'on a quand on voit les gens en vrai, on les entend en vrai, on les a pas, c'est un petit peu différent. Donc c'est forcément un challenge. Ça va peut-être leur donner plus de travail que moi. Et donc, il y a une autre manière également dans votre livre, il faudra se le procurer, ça s'appelle « Manager l'intelligence et le talent » aux éditions donc EMS. Vous parlez donc de remettre au goût du jour finalement notre bon sens, parce qu'on a oublié que finalement l'intuition et le bon sens humain, c'était quand même la règle. Absolument. Donc c'est un petit peu comment développer l'intelligence naturelle à l'époque de l'intelligence artificielle. On est dans une époque où, et c'est normal, hein, c'est comme ça qu'on augmente la productivité, où on automatise au maximum. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des processus réguliers, on essaie de les informatiser, on peut les offshoriser grâce à ça. Donc on gagne en productivité. C'est pas une mauvaise chose, hein, c'est comme ça qu'on devient tous plus riches parce que par unité de personnes, on produit plus de choses. Mais si on automatise toutes les tâches, qu'est-ce qui reste? C'est les tâches qui ne sont pas automatisables, justement. Et les tâches pas automatisables, c'est celles-là, c'est celles qui requièrent du bon sens. C'est les tâches humaines, c'est les tâches de management, c'est les tâches de coopération, c'est les tâches de relations clients, c'est les tâches d'aide aux autres, c'est les tâches d'enseignement, d'éducation, voilà, toutes ces tâches qui ne sont pas automatisables, ce sont celles qui restent des tâches de créativité, de design, de prise de risque, de négociation, etc. Et donc les entreprises, maintenant que tout ça, ça a été automatisé, elles sont massivement confrontées avec tous ces gens qu'il faut manager différemment, envers qui on a des exigences élevées.
et qui en retour ont des exigences élevées vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du management. On parle beaucoup des millennials et de la difficulté à les gérer. Comment gérer les jeunes générations? C'est un petit peu ça qui se passe, c'est que les jeunes générations, on est très exigeants vis-à-vis d'eux au travail, on ne leur demande pas juste d'exécuter, on ne leur demande pas juste de faire, on leur demande beaucoup, et en échange, ils demandent également beaucoup à l'entreprise et au management, et l'entreprise doit répondre à ça. Alors, votre entreprise s'appelle By Lallier, David Lallier, et vous faites également ce qu'on appelle, vis-à-vis des managers, de la préparation mentale, comme on le fait, j'imagine, en sport. Absolument. Comment vous est venue cette idée? Et que faites-vous pour... Qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, Qu'est-ce que vous appelez la préparation mentale? Alors d'abord, ça m'est venu parce que juste avant de faire du conseil en management, j'avais fait un petit peu, j'ai étudié un petit peu une discipline qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique, et qui est la base de la préparation mentale et du coaching. Et ça m'a énormément servi en conseil en management. Donc c'était un petit peu par hasard, et ça m'a fait gagner des années. Voilà. Donc j'avais en tête que cette chose-là était intéressante et que je n'avais pas été jusqu'au bout. Donc après une dizaine d'années de travail en conseil, quand je cherchais des idées pour me renouveler, voilà, ça m'est revenu en tête et je me suis replongé dedans. Donc voilà comment c'est venu, et après j'ai une sorte de biseau, j'ai fait moins de conseil en management, plus de coaching, et un petit peu naturellement, maintenant le coaching est devenu mon activité principale. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Donc c'est du coaching, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas, c'est pas de la psychologie au sens classique du terme, c'est pas de la psychothérapie. Donc on ne s'intéresse pas au passé ou pas trop au passé, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer des années sur le passé. Ce qui nous intéresse, c'est l'expérience présente et comment on peut l'améliorer, parce que les performances futures dépendent de la qualité de l'expérience présente. Donc pour les gens avec qui on travaille, on va travailler sur comment améliorer, booster l'expérience présente, surtout dans les situations challengeantes pour ces personnes-là. Donc nos outils sont destinés à ça, ils sont destinés à être efficaces rapidement, et ils sont destinés à améliorer, à modifier le plus vite possible et le plus en profondeur possible la qualité de l'expérience qu'on a. Donc si quelqu'un a des difficultés à parler en public, c'est cette expérience-là sur laquelle on va se concentrer. Et ce n'est pas des choses du tout théoriques, c'est vraiment l'expérience vécue concrète. Comment est-ce qu'on peut être bien et à l'aise face à une salle de 5000 personnes? Donc récemment, j'ai aidé un jeune qui passait devant 500 investisseurs. Il avait été sélectionné dans un programme pour les jeunes startups, on lui avait donné un petit peu d'argent, 80 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc on lui faisait déjà confiance, il avait été présélectionné et il était chargé de pitcher devant 500 investisseurs son projet. Et quand je l'ai eu au téléphone, rien qu'à entendre sa voix au téléphone, je savais qu'il était un petit peu stressé. Donc voilà, et ça, c'était donc mon travail, c'était immédiatement d'améliorer son état pour qu'il puisse bien préparer, parce que s'il préparait dans cet état-là, probablement le résultat final n'aurait pas été super. Après, de l'aider dans la gestion émotionnelle du pitch, et de l'aider aussi sur la qualité de son discours, sur le contenu. Voilà, donc vous voyez, c'est très concret. Et mon travail, quand un client vient me voir, c'est de savoir justement quels sont les problèmes, les situations précises sur lesquelles cette personne veut s'améliorer. Et comme ça, je sais si j'ai bien fait mon boulot aussi. C'est-à-dire que c'est vous qui, avec le client, décidez des points, je veux dire, sur lesquels il faut appuyer, ou bien est-ce que c'est vous tout seul qui, selon, vous faites une petite analyse après discussion avec votre prospect ou votre client, qui décidez? Il y a un peu des deux. Je vais évidemment partir de ce que le client me présente et de ce que le client me dit qu'il veut améliorer et où elle veut améliorer, et je vais peut-être m'auto-saisir aussi de certains sujets. C'est pas toujours le cas que le problème apparent ou le premier problème soit le problème réel. Il arrive également qu'on me teste, c'est-à-dire qu'on me donne un petit problème à résoudre et si ça s'est bien passé, on me donne le vrai problème derrière. Et c'est normal, donc, parce que voilà, l'être humain est complexe, il faut trouver la pierre cachée finalement. Oui, et puis c'est une relation de confiance assez intime, on va pas mettre on va pas se dévoiler tout de suite. Non, et c'est des choses importantes. C'est normal. C'est normal. Alors quels sont les coûts, David Lallier, si on veut faire appel à vos services, et comment ça se passe et comment peut-on vous contacter? On peut me contacter simplement en allant sur mon site et en prenant rendez-vous. Donc mon site c'est bylallier, bylallier.com. On discute ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux problèmes qui se ressemblent. Donc il n'y a pas une procédure type que je vais appliquer. Donc on discute ensemble, au téléphone, on va prendre un café, on fait connaissance, on vérifie que le cours passe. Et voilà. Et après, en fonction de ce qu'il y a à faire, on va discuter du tarif.
plutôt sous un mode de forfait. Ça peut varier. Alors sur des startups, ça va être un petit peu moins cher. Pour des grands groupes, ça va être plus cher. Mais on va être dans une fourchette entre 300 et 500 euros de l'heure en général quand c'est des entreprises. Mais ce sont des négociations qui sont complètement spécifiques. Et l'objectif, c'est d'aider les gens. Bien sûr, c'est d'aider les gens. Donc, et du coup, je serai là pour aider les gens. Et alors, vous utilisez des outils, vous avez dit, ce sont des outils extérieurs ou ce sont des espèces de jeux comme on fait maintenant? C'est un petit peu les deux, mais ce sont des jeux structurés. Donc, c'est beaucoup de mise en situation, mais c'est des outils. Alors, j'ai fait 20 ans de conseil en management. J'aimais pas beaucoup appliquer les procédures, mais là, cette fois, dans ma vie, j'applique des procédures. C'est des choses que j'ai apprises. Donc finalement, on en revient quand même à certaines procédures. Voilà, ça s'appelle la programmation neurolinguistique, la PNL. Alors il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses là-dedans, il faut trouver les bonnes choses, il y a de l'hypnose ericksonienne, mais j'applique des procédures assez précises. La façon dont je les combine est spécifique, la façon dont je les applique évidemment est spécifique, et j'ai ma dose de créativité, et j'ai aussi mon expérience de conseiller en management. Mais ça s'apprend et ça ne s'improvise pas totalement. Quelles sont les demandes les plus courantes en ce moment, David Lallier? Il n'y a pas vraiment de tendance. J'ai des gens qui viennent me voir pour retrouver du travail, donc justement j'ai aidé quelqu'un à retrouver du travail. J'ai aidé quelqu'un au placé dans un grand cabinet en profession intellectuelle à gérer le stress. Parce que le stress débordait trop sur la vie privée et commençait à déborder sur la vie professionnelle, sur la gestion des émotions fortes. Comme je vous disais, j'ai aidé récemment quelqu'un à faire son pitch devant les investisseurs et ça a bien marché. Donc finalement, il ne faut pas hésiter à vous poser le souci et vous dites oui ou non, je peux répondre ou pas à la question finalement. Absolument. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus ce matin. Annie Atala, je suppose que ça vous intéresse, la préparation mentale. Mais j'ai été très attentif et je pense que je vais appeler Monsieur Lallier pour justement pour un besoin. Voilà, formidable. C'est fait pour ça, cette émission, pour créer des réseaux. En tout cas, cette émission s'achève. Je vous souhaite une très belle journée. Vous pourrez la réécouter, évidemment, sur Facebook et YouTube. N'hésitez pas, notre chaîne Bar de l'économie. Moi, je vous embrasse. Ciao, ciao. Et puis, à mercredi, puisque demain, il n'y a pas d'émission. Jacqueline Voraz n'est pas revenue. Elle revient la semaine prochaine. Mais moi, je vous retrouve dès mercredi.